rapidement en quoi consiste une battle de poésie. Battle, hein, c'est exprès qu'on écrit ça en français. Battle de poésie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, c'est une joute entre deux poètes qui se respectent théoriquement. On verra sur le terrain. Et donc, je leur propose en fait des jeux littéraires. Et en général, il y a deux manches, donc une première manche, n'est-ce pas, et une deuxième, interrompue ou magnifiée par un défi. Donc la première manche et la deuxième manche, donc ce sont des exercices que je leur propose et qu'ils découvrent, donc là, avec vous. Le défi, c'est un défi qu'ils se sont envoyés voilà quelque temps, et donc ils ont préparé normalement longtemps à l'avance. Puis après, ça se dit. Ouais, battle, ça se dit. On a une ligne de conduite, un fil rouge, pour ne pas dire un thème. Mon Dieu, la religion, le football, Victor Hugo. Cette fois-ci, j'ai décidé donc de devenir une arbitre objective. Je ne vais pas vous les présenter. J'estime que je ne les connais pas. Objectivement, qui connaît quoi, quand, on ne sait pas, d'accord. Donc je vais les découvrir avec vous. Donc il y a quand même Arnaud Le Gouefflec et Hervé Léouet, c'est tout ce que je sais d'eux. Et donc le fil rouge, c'est la poésie objectiviste. Alors, qui est un courant qui a existé, enfin, qui officiellement donc, est né ou s'est appelé comme ça aux États-Unis au début du siècle dernier. Pour vous donner quand même une petite idée de ce que c'est en fait ce parti pris là, de poésie objectiviste, je vais vous citer donc Claude Royer-Journoux, qui est un poète français, mais qui a repris donc un petit peu ce parti pris. Voilà ce qu'il dit: dire ce bras est de chair, je trouve cela plus émouvant que la terre est bleue comme une orange. Voilà. Exercice numéro 1. Qui s'appelle donc le jeu du dictionnaire. Donc ils vont devoir chacun donner une description et une définition de deux mots que je vais leur proposer tout à l'heure. Alors sans lyrisme, absolument sans lyrisme. Et à la façon du dictionnaire du petit Larousse par exemple, il va falloir aussi utiliser ce mot dans une phrase de référence. Proverbe, expression, citation. Donc le premier mot c'est carpophore. C-A-R-P-O P-H-O-R-E. Donc, vous démarrez sur ce premier mot. On va voir ce que vous êtes capable donc, de faire en tant que lexicologue et ensuite je vous propose un deuxième. Je rappelle où j'apprends aux nouveaux venus, aux nouvelles venues, qu'il y a toujours des moments donc, où le public ne fait rien et attend que ça se passe. C'est tout. Donc vous pouvez boire, parler, me poser des questions, parce qu'en fait ils écrivent. Bah oui, c'est des artistes, ils cherchent. Donc Hervé, carpophore. Alors, carpophore se dit d'une personne muette comme une carpe, mais avec beaucoup trop d'ostentation pour que cela ne paraisse pas suspect. Racine l'utilise dans Andromaque, au moment où elle ne peut plus voir, où Andromaque ne peut plus voir Pyrrhus en peinture. Ouvrez les guillemets. J'ai rencontré Pyrrhus, il était carpophore. Quand il ne disait rien, je l'entendais encore. Alors, monsieur Le Gouefflec. Alors, carpophore. Carpophore non masculin désigne un appendice caudal inapproprié qui gêne les pas du danseur. Comme dit Paul Valéry, non, non, t'inquiète, c'est juste mon carpophore. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner la définition, une autre définition de carpophore? C'est de la botanique, c'est les champignons, non? Qui a parlé de champignons? C'est en botanique, je crois. Alors moi je vous lis. Champignons, mais je ne sais pas lesquels. Voilà. Alors c'est la partie visible, non souterraine des champignons à baside. Ça, je sais pas si c'est. Généralement constitué d'un pied, d'un chapeau et portant des spores à la face intérieure du chapeau. Voilà. Donc, bravo madame. L'expression c'est à la bille baude. Donc à, préposition, la,
Voilà. Et Billebaude, B-I-2-L-E, B-A-U-D-E. Est-ce qu'il y en a qui pensent connaître? Alors, monsieur Le Goueffet va nous expliquer à la Billebaude. À la Billebaude. À la Billebaude, expression populaire, non pas populaire, expression technique. Expression technique qui désigne, dans l'exercice du métier de notaire, l'habitude de ne pas s'épuiser à la tâche. Exemple, citation, lettre type de Monsieur Gonflant, notaire à Saint-Cadou. Je réglerai votre dossier avec diligence, quoiqu'à la Billebaude. Alors, regarder quelqu'un à la Billebaude signifie le regarder de haut, comme peut faire un écolier se gaussant d'un petit camarade qui joue aux billes comme un âne. Racine l'utilise dans Andromaque, juste après que Pyrrhus ait snobé le rôle. Donc, juste après qu'elle ait snobé, que le rôle titre ait snobé Pyrrhus. Donc, deux points, ouvrez les guillemets. Andromaque était là, cette affreuse ribaude m'a toisé de très haut comme à la Billebaude. Donc c'est à la Billebaude, en désordre, dans la confusion. Et en termes de chasse, on dit chacun à sa fantaisie, sans place à titrer. Donc on peut aller à la chasse à la Billebaude, on se met où on veut et à nos risques des périls. Le deuxième exercice, j'ai appelé ça rebond en toute liberté. À partir d'un poème de chacun d'entre vous, vous vous souvenez, je vous avais demandé de m'adresser à un poème de votre cru. Et donc l'autre va devoir réécrire tout ou partie du poème en modifiant certains mots à la façon du dictionnaire ou par périphrase. Vous avez compris? En respectant un peu la... Non mais n'écrivez pas. Vous n'avez pas les poèmes là. Ah oui, d'accord. D'accord. On n'a pas compris. Non, non. Donc je vais lire le poème de Arnaud. Et donc c'est Hervé qui va devoir réécrire tout ou partie, parce qu'en fait il est assez long. Donc tout ou partie, en choisissant les mots que tu vas donc développer de façon... C'est un poème sur Brest. Ces jours de guerre ou jours de fête, feuilles, cailloux, ciseaux de fer, mais la flamme à plus forte tête et brûle jusqu'au pont de pierre. Partout résonne le bourdon qui accompagne les prières. Sous les avions, Brest est tondu comme un mouton. De la ruine on fait de l'engrais et pousse une ville renaît, la gueule ouverte sur la mer, en droite ligne les artères. De la ruine on fait des palais, mais pousse, les palais sont laids, reste la rade abandonnée et son miroir est déformé. Reste la rade au demeurant, mais son miroir est déformant. Et l'île longue est un volcan où vont les flammes, dit le vent. Ces jours de guerre ou jours de pluie, quand la pluie tombe, c'est la nuit, il se rallume des atomes qui brillent comme des fantômes. Et le silence est inquiétant. J'entends des cris, j'entends des gens. Sous le goudron, Brest est hanté comme un donjon. Oh. Donc voilà, Hervé, tu prends tout ou partie. Donc là, as-tu compris? Je vais faire un haïku. Fais oui. Alors, le poème d'Hervé, donc Arnaud va retravailler, donc s'intitule « Conseil aux buveurs de whisky ». Mon cher, vous buvez du whisky comme un certain je ne sais qui. Buvez plutôt par la fenêtre le ciel d'été qui vient de naître, le ciel où dansent les avions, la rue où marchent les piétons. Prenez sur le pas de la porte le train qui passe et vous emporte jusqu'en Écosse où les étangs sont hantés par des éléphants. Il faut être définitionnel, hein. Donc, je peux vous distribuer des petites feuilles, parce que tout à l'heure, dans un des exercices, je vous demanderai votre contribution. J'espère que je vais avoir assez de feuilles. Alors, monsieur Eléouette va nous donc lire sa transformation de tout ou partie
Oh bah j'ai tout transformé. Elle a consigné aussi. Bah, c'est-à-dire que j'ai gardé l'idée de la périphrase et du haïku. Bon, c'est bien. C'est-à-dire que mes définitions sont plus courtes que Que le mot lui-même. Ouais. Ouais. Alors j'ai fait 2 haïkus. Alors, Tu peux nous dire ta le base? premier Ouais. correspond aux 2 premiers quatrains d'Arnaud. C'est jour de fête ou c'est jour de guerre ou jour de fête, feuilles, cailloux, ciseaux de fer, mais la flamme a plus forte tête et brûle jusqu'au pont de pierre. Partout résonne le bourdon qui accompagne les prières, sous les avions, Brest est tondu comme un mouton. Alors ça devient Shifumi, tordu. Alors c'est pour feuilles, cailloux, ciseaux de fer. Shifumi tordu, même sans les kamikazes. Donc ça c'est pour sous les avions. Alors j'ai mis plus aucun manga parce que je ne sais pas comment on dit mouton en japonais. Donc ça devient Shifumi tordu, même sans les kamikazes, plus aucun manga. Et j'ai fait un deuxième haïku pour toute la fin du poème. Oui. Donc je redis très vite. De la ruine on fait de l'engrais et pousse, une ville renaît, la gueule ouverte sur la mer, en droite ligne les artères. De la ruine on fait des palais, mais pousse, les palais sont laids. Reste la rade abandonnée et son miroir est déformé. Reste la rade au demeurant, mais son miroir est déformant. Et l'île longue est un volcan, où vont les flammes, dit le vent. Ces jours de guerre ou jours de pluie, quand la pluie tombe, c'est la nuit, il se rallume des atomes qui brillent comme des fantômes. Et le silence est inquiétant, j'entends des cris, j'entends des gens. Sous le goudron, Brest est hanté comme un donjon. Le doigt préhensile, donc ça c'est pour mes pouces, les palais. Ah oui, ah bah oui. Bah là, t'es vraiment dans la consigne, là. Voilà. Je suis satisfaite, là. Le doigt préhensile, on reconstruit comme on peut. Alors ça c'est pour les 2 quatrains suivants. L'auteur aussi a fait comme il a pu. Lequel, le premier ou le second Moi. auteur? Le droit préhensile, on reconstruit comme on peut, chant du samouraï. Bah oui. Alors moi, j'ai changé juste 2 mots. J'ai périphrasé 2 mots. D'accord. Donc au départ, ça donnait « Mon cher, vous buvez du whisky comme un certain je ne sais qui. Buvez plutôt par la fenêtre le ciel d'été qui vient de naître. Le ciel où dansent les avions, la rue où marchent les piétons. Prenez sur le pas de la porte le train qui passe et vous emporte jusqu'en Écosse où les étangs sont hantés par des éléphants. » J'ai développé whisky et éléphant. Ça donne « Mon cher, vous buvez un nombre inconsidéré de verres de cette boisson fermentée dont le nez est de citron meringué, légèrement poudré de cardamome, l'attaque en bouche sur le cacao et la girofle, et le retour tout en rondeur sucrée poudrée de pâte sablée, comme un certain je ne sais qui, buvez plutôt par la fenêtre, etc. Je relis pas, et à la fin jusqu'en Écosse où les étangs sont tentés par des pachydermes roses dont le nez est une trompe poudrée de chèvrefeuille, par exemple, l'attaque en bouche puissante et barisseuse, et le retour, un gros derrière poudré de sable qui s'assoit sur vous et vous écrase. Alors maintenant, bah, c'est le grand moment donc des défis. Donc Hervé avait lancé ce défi suivant, donc philosophie. Peut-on tout conjuguer au subjectif? Donc c'est ce défi que Arnaud a relevé parce qu'en fait vous en adressez plusieurs en fait et après vous choisissez. Et donc Arnaud a lancé le défi suivant à Hervé. Suis-je objectivement doué pour la poésie? Alors le jeu, on ne sait pas qui c'est. Si c'est Arnaud, si c'est Hervé, on ne sait pas. Donc Je vais commencer. alors Arnaud. Peut-on tout conjuguer? Moi j'ai mis au mode subjectif. Bah déjà. Alors évidemment c'était un cadeau. C'est le plus dur des défis qu'il m'ait jamais donné quand même. Parce que vous imaginez qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce thème. Peut-on tout conjuguer au mode subjectif? Voilà s'il en fallait une preuve éclatante de la malignité, du besoin maladif qu'a toujours Éléouette de glisser sur sa pente. Car le sujet posé au début de la strophe
et de ceux dont débattent en buvant du tilleul des penseurs sans cheveux qui se croient philosophes, mais n'est ni plus ni moins que foutage de gueule. Autant dire les choses, une question bouffonne, un sujet sans objet, des mots creux dans la bouche, un lubrifiant bien gras dont on se badigeonne pour mieux faciliter l'enculage de mouches. Moi qui peine toujours à distinguer le temps du mode et confond tout attraque participe et présent, crois que l'indicatif est une enseigne en fleurs où se lit la fierté de qui se croit coiffeur. Moi qui, c'est de la philosophie, moi qui peux sans scier conjuguer au présent du futur du parfait du mode infinitif, ou au présent antérieur du complicatif, surtout quand l'auxiliaire il est placé devant, et croit qu'impératif est un titre impérial, et que conditionnel c'est pour le tribunal, et qu'au plus que parfait le subjonctif d'asseoir quand il est conjugué à l'auxiliaire avoir, et que jussions assis, à moins que ce ne soit que j'avoisse asseyu, ou j'oration assoye, qui me prend par paresse ou par incompétence toujours les pieds dans le tapis des désinences, moi, grand blessé du verbe, déserteur de l'accord du verbe et son sujet, je ne sais que placer avant le COD, le complément d'objet, lequel est à tribord, lequel est à bâbord, un sujet au début, un objet à la fin, le radical du verbe et le socle certain, le commun tronc, au bout duquel on greffe une terminaison, le verbe ainsi troussé commande au complément direct ou indirect, tout ça n'est que bouillie infecte, je m'enfonce toujours dans ces sables mouvants. Qu'un ami grammairien m'apporte ses lumières, gare à toi et les ouettes si j'apprends comment faire. Pour conjuguer, mon vieux, il suffit de bouger de syllabes et c'est marre. Allons, c'est pas sorcier, mais des et ou des as à la fin et ça passe. Comment veux-tu sinon que tout je conjugasse? Tu remplaces le e par un simple ent et voilà ton pluriel, pas de quoi se frapper. Tu écris je m'allonge et soudain au passé tu dis je m'allongeais. Et si tu ne sais plus comment tourner le verbe, il suffit d'y coller un tout petit adverbe. Le futur de je mange, demain je mangerai. Quand bien même au final cela te semble étrange. Le subjonctif présent de prendre le tramway, augmenté de Pluto, pas le chien de Mickey, mais l'adverbe. Aussitôt qui commande de fait, il faut plutôt que je prenne. Voilà, le tour est joué, pas besoin de grammaire et adieu les proverbes. Une syllabe et un adverbe, c'est tout ce qu'il te faut pour conjuguer mon gros. Allons bon, je me lance. Il suffit d'essayer, changeons donc la syllabe et voyons si ça colle. Il faut surtout ruser pour oser conjuguer, quitte à s'administrer un petit peu d'alcool. Si je pose un sujet qui commande le verbe, par exemple, Léon était endimanché. Fait froid et objectif. Que cela peut donner alors au subjectif. Si j'enlève un morceau, c'est ainsi qu'on conjugue, c'est à l'économie qu'on compose une fugue, Léon était endimanché. Si j'enlève le dit, si j'ajoute un adverbe crayonne, ça donne Léon était plutôt bien emmanché. Voilà d'un coup le participe, au départ bien rétif, devant vous mes amis, tourné au subjectif. Soudain on passe de l'ascèse, un fait brut et sans joie, au parti pris espiègle, au point de vue grivois. Et l'on saute illico de l'objet au sujet, comme du coq à l'âne, du cheval au cocher. Léon, qui était endimanché, ça c'est un fait bien brut qu'on ne peut retoquer, se trouve au subjectif lesté d'une épithète. Est-ce que c'est ça un complément d'objet direct? Les uns ça les réjouit, les autres les débectent. On entre dans l'abscisse où chacun se projette. On voit Léon soudain sous un jour plutôt chouette. Ou on le minimise ou on le maximise, mais en tout cas Léon est tout subjectivé et devient au village un impérieux sujet. Quand bien même toujours en matière de manche, comme en d'autres chacun son interprétation,
Chacun voit ce qu'il veut, et si la neige est blanche, libre à celui qui veut de la trouver marron. Qu'importe d'avoir tort ou raison dans le fond, quand on passe à la planche, qu'importe la taille du manche. Fille de la controverse, qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'averse. Mais je prends goût soudain au mode subjectif, car tout peut se plier à sa conjugaison. Et l'exemple Léon, fort de son adjectif, et de cette nouveauté comme un maître étalon. Tu es fait, Eléouette, je conjugue à tue-tête. Le sujet était louche, la mouche peu farouche, et j'ai fait de mon mieux. Reprenons du tilleul, c'est un bon laxatif. Pour rejoindre le club des penseurs sans cheveux, je n'ai plus qu'à passer chez Monsieur Subjonctif. Mon thème était... Suis-je objectivement doué pour la poésie? Suis-je objectivement doué pour la poésie? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris moi-même ce que j'ai écrit. J'ai un peu... Alors, je suis remonté très très en amont, mais alors vraiment très très en amont du problème. Et puis, j'ai généralisé un peu aussi. Un jour, l'être suprême eut conçu toute chose. Il avait défini les effets et les causes et gravé dans l'éther une terrible loi, se jugeant le Seigneur pour qu'on y prête foi. Pourtant, dans le désert où germe l'hérésie, émergeait du néant l'étrange poésie. Et tandis que le Dieu disait au jour « Soyez », une voix dans la nuit répondit « Vous croyez ?» Sous les soleils nouveaux de la céleste voûte, comme un spectre voilé, planait l'ombre d'un doute. La terre était un roc sous le joug du volcan, une lame sans fin parcourait l'océan. La tempête entonnait des complaintes funèbres, le matin rouge et gris succédait aux ténèbres, la cendre recouvrait les plaines et les monts. Nul forçat ne peuplait cet enfer sans démons. Plus mince qu'un soupçon, à peine molécule, au sein de ce magma naquit l'animalcule. Et l'histoire venait ici de commencer. Il suffisait aux dieux d'attendre et de placer les tigres dans les bois, les aigles dans leurs airs, après le cataclysme et les protozoaires, et sur les lacs gelés les animaux titans dont la lune entendit les grands rugissements. Sous ses yeux l'œuvre agit et le hasard féconde les premiers habitants des premiers temps du monde. Mais son cœur est troublé. Parfois, l'évolution lui semble le produit de l'imagination. Et d'autres fois, pensif, il se prend dans un songe qui sur son trône d'or le mène par sa longe à se représenter des animaux confus et ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils ne sont plus, le mouton sans le loup, le mammouth sans la laine, le poisson sans la mer, l'oiseau sans la rengaine, les caméléons nus, les zèbres non striés, les bourdons silencieux, la canne avec 3 pieds, le narval édenté sans le sabre qui l'orne, quand le rhinocéros pourrait être licorne. Ainsi, dans l'infini, songeait le Dieu rêveur, et l'improbable était ce qui troublait son cœur. Tout en suivant son cours, la nature économe fit avec presque rien naître la femme et l'homme. Savoir tenir debout était leur attribut. L'avenir du Pérou se fit à leur tribu par de puissants galions qui partaient de l'Espagne. Ils buvaient de grands bols de cidre ou de champagne, ils jouaient du tambour et de la flûte à bec, ils parlaient en latin s'ils ne parlaient pas grec, et pour se consoler d'avoir nommé les roses, ils se cherchaient un nom dans le pourquoi des choses.
Aucun 10 fois par jour qui ne se demandât le but de l'existence et ce qu'il faisait là. Aucune qui la nuit, dont les ombres suggèrent à l'esprit survolté des fables mensongères, ne se fût inquiétée en pensant à la mort. Sommes-nous le voilier quand il quitte le port, ou d'un dessin changeant le pan qui se détache? Avons-nous accompli la mystérieuse tâche qui dans cet univers nous valut d'être nés? Rentrerait-on chez soi pour s'être promené? Un souffle d'air parfois passait par la fenêtre, c'était la voix du Dieu qui répondait « peut-être ». Alors, donc là, on va passer au troisième exercice, donc pour lequel je vais demander votre contribution. Donc, ça s'appelle le titre en jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Ils vont devoir donc écrire un quatrain rythmé et rimé, donc sur une contrainte de titre donnée par vous. Donc, vous mettez un titre, enfin, ou ce que vous imaginez être un titre. Ensuite, je vais récupérer donc les petits papiers. Bon, alors pour s'amuser, on va quand même les lire. La légende de l'espadrille. Ivre, ils s'affrontent à une battle de poésie. On voit qu'on est à Brest. Hein. Le sphinx de Quimper. Ah bah, sphinx de Quimper. La traversée de la philosophie par les moulins à vent. Fantastique poudre de perlimpinpin. Ah bah on voyage. Hein. C'est quoi ça? La sardine qui avait bouché le port de Douarnenez. La peste ou le choléra? Oh mon seul cortège. À quoi pense un pigeon? C'est vrai. C'est vrai. Le gros chat se prélasse au soleil. Ça, c'est rien, ça. L'arc-en-ciel. Pérégrination d'une licorne. Il était une fois. À plus d'un titre. Bouge pas, j'arrive. En route pour l'exploration abyssale. L'objectivité est une notion bien subjective. Ça, c'est un faillot, ça. La question est dans la réponse. L'entourloupe de la poule. De la poule. L'entourloupe de la poule. C'est la poule. Saint-Cadou, c'est fou. La jungle des fous. Les grandes chaussettes de ma voisine. La roulette russe et la chambre rose. Ça, c'est un peu... J'aurais peut-être pris ça. Intéressant. Ouais. Savoureuse et la rareté. Portes ouvertes à la maison close. Le jour du camembert. Le faut-il vraiment? Carambar argenté. Brieux, brillant, Brest, brodé, battle. Si j'avais su, j'aurais bu. Les herbes hautes. Complainte de la zèbre esselée, la zèbre esselée et soulignée, 3 fois. Planche à boudin. Rêver. Qui est cet homme qui passe? Est-ce que toi... Moi, je prends les grandes chaussettes de ma voisine. Bon. Et c'est bon? Pas de regret? Bouge pas, j'arrive. Bon. Ben, merci pour votre contribution. Hein. Alors,
bien commencé, c'est pas terrible. Ah bon, il y a toujours un moment où elle dit ça. Les grandes chaussettes de ma voisine. Nous évoquons souvent ce qui nous époustoufle. Ma voisine a des pieds comme on n'en fera plus. Chacun de 12 doigts s'ils ne sont pas fourchus. Au terme du quatrain, l'inspiration s'essouffle. Bon, Ah bah oui, c'est ça. Effectivement. C'est fini. Hein. c'est un peu facile. C'est vrai qu'après avoir traité quand même en gros de la création du monde tout à l'heure, c'est un peu... Bah, on va voir s'il est capable de faire ça, alors Arnaud. Alors moi, c'était Bouge pas, j'arrive. Et je l'ai rebaptisé en fait. Ah. C'est pas grave, je l'ai rebaptisé l'Apocalypse de Saint-Jean. Et il y a un jour où tu es arrivé à la bataille en disant je vais faire Vous un allez texte sur comprendre avec le l'Apocalypse. vote, D'accord. le texte. Lorsque Saint-Jean remit son texte à l'éditeur, il en loua le style, la portée narrative, mais en déplora le titre « Bouge pas, j'arrive ». Prenez planche à boudin, ce sera plus vendeur. Alors, dernier petit exercice. Et donc là, c'est un exercice que j'ai appelé hommage objectif. Vous allez donner en alexandrin la définition de ce qu'est un cabinet de curiosité en utilisant obligatoirement le mot Brest et en rendant hommage à Mireille Kahn. Mireille, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ne savent pas pourquoi je parle de cabinet de curiosité. Oui, c'est étrange. C'est étrange. Je me posais la question également. As-tu une réponse? Alors, je vais quand même en donner une. Ouais. Depuis quelques semaines, mais quelques mois, ça nous taraudait avec les amis. Et on a envie d'ouvrir, et on va ouvrir un cabinet de curiosité rue Saint-Malo. Mais les maisons ne sont pas en état encore. Donc, on a voulu participer à quelque chose qui s'appelle le budget participatif, justement. C'est la ville qui met une somme. Et donc, on a eu le premier, on a les meilleurs votes. Et donc, on a les sous pour le cabinet de curiosité. Yeah. Ok. Bon, alors, nous allons enfin savoir donc ce qu'est un cabinet de curiosité. Avec Brest et Mireille Kahn dedans. Ouais. C'est elle la curiosité. Alors, c'est un capharnaüm où l'on trouve des choses. La licorne empaillée et l'ours érotomane, le tonnerre de Brest, le trésor du Grand Khan, un bouquet exhaustif dont Mireille est la rose. Un jour, l'être suprême eut conçu toute chose. Il advint que Mireille, au café, par hasard, dans la ville de Brest, y logeait la plupart. On les savoure donc, mais à petite dose. Dans tout combat, il y a un gagnant. Donc c'est moi qui décide qui gagne. Pour ne me fâcher avec personne, c'est ni l'un ni l'autre, bien entendu. C'est Mireille. Et donc c'est... Non, c'est pas Mireille, parce que... non, là ça va, elle a eu quand même Non, c'est un peu la minute... un peu culturelle. Donc là, le gagnant, c'est un poète français mort l'année dernière qui s'est beaucoup intéressé aux poètes objectivistes, justement, d'outre-Atlantique, qui les a publiés et qui écrit lui-même un peu selon cette idée-là. Et donc, il s'appelle Emmanuel Ocar et je vais vous lire un poème de lui. Yes. Le vent, quand il couche l'herbe dans le vent, quand elle brille sous lui d'un éclat plus terne, l'épouvantail est au milieu du champ. Vertical et creux sur la terre,
Il garde une part de l'air. Il est cette figure du vent dans la chute italique des vêtements d'emprunt qui tombent en pièces. Il penche au milieu de ce qui se tient debout. Les arbres, un mur. Lui, une idée creuse que traverse la peur. Il me fut autrefois interdit d'écrire penché. C'est peut-être de là que mon corps s'est incliné au lieu de l'écriture, et de là que je suis restée voûtée au milieu de ce qui se tient droit, les lettres d'un alphabet romain. Il fait du vent. L'ancienne grammaire dit que le vent est sujet réel, il, sujet apparent. Voilà. Merci à vous, public. Et merci à notre arbitre merveilleux. Qui s'appelle Anne Julien.